En ce moment, au Royaume-Uni, il y a des grosses émeutes racistes, islamophobes, par des groupuscules fascistes globalement. On va regarder une petite vidéo qui résume un petit peu le truc et après on va continuer un petit peu d'en parler. Mais je voulais quand même un petit peu mettre le... Enfin, je voulais déjà en parler, déjà parce que c'est nos voisins et aussi parce que ça ressemble beaucoup à des trucs qui peuvent parfois se passer en France et des trucs que nos fachos à nous aimeraient bien faire. Chants islamophobes, dégradation de mosquées, heurts avec la police, de violentes manifestations On racistes. va même parler de pogrom pour le coup. Alors, je sais pas, ça s'apparente. En fait, c'est ça, l'attaque des mosquées, il ressemble beaucoup. L'attaque des personnes, il ressemble énormément aussi. Le côté expédition punitive aussi. Bon, évidemment, c'est toujours un mot assez complexe à employer parce que ça pousse aussi souvent à faire des comparaisons historiques qui souvent ont très peu lieu d'être, mais même si parfois elles sont utiles pour la réflexion politique. Souvent, la comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, avec les années 30 et la montée du fascisme, c'est utile pour se dire « Ah, quand même, on est dedans en fait, donc réveillons-nous ». Même si en réalité, les seuls qui disent ça sont ceux qui ont déjà conscience du problème. En fait, le problème, c'est que ces mots-là ont été créés à des époques où où ces expéditions punitives, où ces pogroms se faisaient, où ces lynchages se faisaient, etc. Donc, on est enchaîné aux mots du passé pour décrire le présent, forcément. Mais en tout cas, oui, ce ne sont pas que des manifestations. Ce sont, à proprement parler, à minima des expéditions punitives. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, des appels à la vengeance et des appels à la violence. Lundi 29 juillet, 3 fillettes ont été tuées dans une attaque au couteau à Southport. Depuis, des militants anti-immigration et anti-musulmans participent à des émeutes. À l'origine de ces heurts, de fausses rumeurs. Donc fausses rumeurs, donc deux petites filles ont été croisement assassinées, ces autres sont dans des critiques. Le meurtre a été commis par Ali Al-Shakati, un demandeur d'asile de 17 ans armé d'un couteau. La police accuse un homme de Cardiff, ce qui est totalement faux. Bien évidemment, ce n'était pas un demandeur d'asile de 17 ans, c'est un jeune de 17 ans qui a grandi en effet à Cardiff dans le pays de Galles, donc issu d'une famille rwandaise, donc racisé, mais lui il est parfaitement britannique, il est né là-bas, etc. Enfin bref, mais oui, donc il y a eu en fait immédiatement énormément de fake news qui ont circulé et qui ont circulé de façon organisée, notamment sur des boucles Telegram, etc. Oui, en plus c'est un gosse. Et pareil, son statut aussi de mineur a beaucoup été remis en question au moment, en fait à ce moment-là où il y avait ce fameux flou de l'information et où les fake news étaient absolument partout et se répandaient partout, notamment de façon très organisée autour de chaînes Telegram et notamment avec un mec dont j'ai oublié le nom, mais son nom va probablement être cité dans les vidéos qu'on va regarder, qui est un petit peu le chef local d'une milice FAF dans je sais plus quelle ville. Tommy Robinson, c'est ça, Tommy Robinson. C'est leur gros lardon local, il s'appelle Tommy Robinson. Clairement, fausse rumeur, je pense que c'est une mauvaise analyse comme un leurre. Pour moi, ils ont très bien compris que le gars était anglais, mais noir, et les fachos ne l'acceptent pas. Alors, je suis pas sûr. Je pense que ce qui compte dans la fake news, c'est d'appuyer les caractéristiques de la personne. En effet, je suis d'accord que ce qui compte dans le fait d'appuyer les caractéristiques de la personne, c'est de faire passer l'idée selon laquelle il n'est pas de chez nous, c'est un étranger, et qui se rattache en fait à tous les affects anti-immigration qui, encore une fois, ont eu énormément le vent en poupe parce que ça fait globalement plusieurs dizaines d'années, je force. Attends, c'était quand la dernière fois qu'il y avait des travaillistes au gouvernement britannique? Ça fait un gros bout de temps que les conservateurs sont au pouvoir au Royaume-Uni et se droitisent de plus en plus, notamment depuis le Brexit, mais même un peu avant, ont des discours de plus en plus racistes au niveau de l'immigration, sur les questions d'immigration, etc. Donc, clairement, les fake news, je pense que ça permet d'attirer à soi l'opinion publique générale. Et en fait, une fois que les fake news sont démentis, il reste l'affect de c'est quand même pas quelqu'un de chez nous. Parce qu'en fait, déjà, les fake news arrivent déjà par le fait que la personne n'est pas blanche. Il y a eu un triple meurtre, je crois que c'était Léo Man qui avait tweeté ça. Il y a eu un triple meurtre il y a quelques jours. Personne n'en a parlé parce que, comme par hasard, parce que le mec il était blanc, quoi, globalement. Donc, bien évidemment, ce genre de truc arrive parce que le meurtrier, et du moins le peu d'informations qu'on a à ce stade sur le meurtrier, c'est qu'il est pas blanc. Et ça, souvent, c'est des informations qui filent souvent de la part de la police, etc. et qui sont détournées, machin truc. Je pense que la fake news permet de bloquer le cerveau des gens en mode vous voyez, on vous a dit c'est la faute de l'immigration pour créer cette idée de prophétie autoréalisatrice des discours anti-immigration et des discours racistes. Mais je suis d'accord que la fake news, une fois qu'elle est démentie, quoi qu'il arrive, ce qui reste, c'est que la prophétie autoréalisatrice reste. Ce qui compte, c'est plutôt qui a fait que la raison qu'on imagine, qui est en fait que l'immigration veut tous nous tuer, etc., etc. Les Anglais ont déjà déporté des gens il y a quelques mois, non. Ils ont déporté une première salve de gens au Rwanda, sous-traité les demandes d'asile, d'immigration, etc. C'est déjà un truc qui avait commencé sous Rishi Sunak, du coup, juste avant que Keir Starmer soit élu comme Premier ministre. De toute façon, s'il est noir, pour lui, il n'est pas britannique, donc la fake news n'était pas si nécessaire. Alors, la fake news était nécessaire parce que le cœur de la fake news, c'est l'islamophobie. Le fait de dire qu'il s'appelle Ali Al-Shakati et de sous-entendre très fortement que c'est un musulman, un arabe, etc. Cette fake news-là, pour le coup, elle est nécessaire quand même parce que, in fine, les gens, ils ont attaqué des mosquées. C'est quand même une modification assez significative de la vérité pour échauffer encore plus les esprits dans un contexte d'islamophobie, de trucs de grand emplacement, etc., etc.
permet de jouer sur le conflit de civilisation. Exactement, en fait, ça permet que la première info que tu as sur ce truc, en fait, c'est une info qui vise à corroborer l'idée de conflit des civilisations, l'idée de grand remplacement, l'idée de guerre civile, etc., en fait, pour créer l'avènement de cette guerre civile par du coup les émeutes qu'on voit en ce moment. Voilà, surveillé par le MI6, demandeur d'asile, arrivé l'an dernier par bateau en Angleterre. Pourquoi arrivé l'an dernier par bateau en Angleterre? Parce qu'en fait, en Grande-Bretagne, cette idée des small boats, des gens arrivés par bateau, etc., parce que oui, c'est le seul moyen d'arriver en Angleterre. Le terme small boat, c'est un terme qu'on a beaucoup retrouvé dans les discussions autour des récentes décisions anti-immigration de Rishi Sunak. En fait, ça cristallise. Voilà, c'est comme nous, les migrants qui arrivent par la mer Méditerranée, voilà, les migrants de la Méditerranée, etc. Et t'as toute l'extrême droite qui va. Donc en fait, l'idée, voilà, arriver l'an dernier par bateau en Angleterre, c'est vraiment en mode c'est un migrant, il est arrivé chez nous pour buter des gens, quoi. C'était vraiment ça. Tommy Robinson est aussi activement sioniste et a commencé les appels à la violence au moment où le gouvernement anglais a décidé d'arrêter l'export d'armes vers Israël. Il dit même que cette guerre civile est liée parce que les Anglais en ont marre du Hamas qui manifeste le samedi. Intéressant. J'ai pensé à l'affaire Roman sur Isère il y a quelques mois, ça a paru assez vite que c'était une rixe de fait qui avait dégénéré, mais les faves sont acharnés tout de suite sur la narrative faux d'un meurtre anti-blanc. Oui, exactement, c'est exactement comme Roman sur Isère. Enfin, exactement, non. Enfin, mais en tout cas, le mécanisme de la fake news, c'est le même qu'on a vu à Roman sur Isère. Oui. Il s'agit d'Axel Roudakoubana, 17 ans, né au Pays de Galles, sans lien avéré avec l'islam. Les manifestations se sont poursuivies après le démenti des rumeurs par la police et ont gagné tout le Royaume-Uni. Et donc pareil, il y avait toute cette question sur est-ce qu'on révèle son nom ou pas, est-ce qu'on révèle son identité, parce que normalement, donc il y a des règles de ce que tu peux dire sur une affaire judiciaire en cours, etc., et notamment sur l'anonymat, la protection de l'anonymat des prévenus, particulièrement lorsqu'ils sont mineurs. Et là, oui, la justice. En fait, il y avait tellement de gens qui se faisaient prendre à partie dans la rue et qui se faisaient tabasser dans la rue parce qu'ils étaient faussement identifiés comme le meurtrier, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas blancs, que la justice a dit certes il faut protéger le prévenu, mais là il s'agit de protéger toutes les personnes qui se font hagard dans la rue globalement, et du coup on révèle son nom, etc. Et puis c'est important pour rétablir les trucs. Mais voilà, le problème c'est qu'une fois que tu rétablis la vérité, la puissance de la fake news, c'est pas l'information qu'elle donne, c'est pas le contenu de l'information, c'est ce qu'elle te fait ressentir. Et donc ce qu'elle a fait ressentir aux gens, c'est globalement les étrangers dehors, et ils ont continué globalement d'aller lyncher des gens dans la rue, quoi. Le problème, c'est qui entend les démentis. Pour le mort au bal, je suis sûr que la grande majorité des Français sont restés à la première version des FAF. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est que le premier qui donne l'information a gagné. Donc ouais, pareil sur Roman sur Isère, c'était ça. La première info, c'était celle des FAF. Et là-dessus aussi, c'est qu'évidemment, le démenti, une fois que tu l'entends, alors tous les médias ont beau le placarder partout, bah c'est pas sûr que tout le monde entende le démenti. Et encore une fois, je maintiens que même une fois le démenti passé, bah t'as des gens qui vont pas le croire, t'as des gens qui vont dire que c'est un complot pour nous faire croire qu'en fait le problème c'est pas l'immigration. Ce qui m'effraie, c'est le rôle de Twitter et des réseaux dans ces violences. Ouais, et pas sous-estimer le rôle de Telegram aussi, hein. Le rôle de toutes les boucles de messagerie, etc., dans lesquelles les FAF s'organisent. En fait, c'est là-dessus que tout ça se crée. C'est la fabrique de tout ça se situe dans ces boucles-là, quoi. Mais oui, et puis les réseaux sont un amplificateur de fou. Les membres d'un mouvement d'extrême droite, l'English Defence League, participent aux émeutes. Les émeutiers anti-immigration ont attaqué plusieurs mosquées et ont dégradé des hôtels identifiés comme lieux d'accueil de demandeurs d'asile. Elon Musk a tweeté Civil War is inevitable. Oui, et Elon Musk, après le démenti, Pascal Pro réagissait en mode le système réécrit l'histoire. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, toute cette, on est à un niveau d'engrenage de l'extrême droite. Quand Elon Musk, il dit, quand il a dit Civil War is inevitable, il le dit pour le Royaume-Uni, qui est un appel en fait à la guerre civile, hein, parce que rien n'est inévitable, mais il le dit aussi pour les États-Unis. Elon Musk, il prépare aussi l'après. Les élections aux États-Unis, ça va être très violent parce qu'il y a déjà des gens qui sont persuadés que Biden a volé l'élection à Trump. Alors si Trump perd une nouvelle fois, ça va juste entretenir leur biais de confirmation. Donc, si Kamala Harris gagne, il y a un risque énorme que les milices fascistes aux États-Unis s'organisent encore plus et fassent des dingueries. Et si Trump est élu, bah ça va être encore pire parce que Trump est connu pour les encourager. Et il va y avoir aussi des raids punitifs contre les gauchistes parce qu'ils vont plus se sentir pissés non plus. Donc en fait, il y a un truc là-dessus où quand Elon Musk il dit que la guerre civile est inévitable, il le dit pour le Royaume-Uni, mais il le dit aussi pour les États-Unis. Et il le dit aussi parce que c'est le narratif qu'il y a en ce moment de l'extrême droite. Et l'extrême droite, et d'ailleurs les gauchistes commencent un petit peu à flipper beaucoup par rapport à ça. Le fait de se dire qu'on est on a déjà, le doigt il est déjà dans l'engrenage, quoi. Il faut lire les fondements de la démocratie en direct live. Ah oui, non mais de fou. Pile je gagne, face nous perdons. Bah oui, bien sûr. Pile il gagne, face nous perdons. Bah en fait, c'est que l'échauffement des esprits se fait en amont et est déjà préparé en amont, quoi. Donc, du coup, BFM TV a fait un petit décryptage de tout ça. Alors du coup, je suis en mode BFM TV, il fait un décryptage. Putain, c'est bien parce que c'est des fascistes qui sont pas en France. Plus un décryptage, plus sur le côté un peu, en fait, voilà, d'où vient
cette fièvre xénophobe? D'où vient un petit peu, c'est comme la question dans le chat de la personne tout à l'heure dans le chat qui disait mais tiens c'est bizarre, j'avais pas l'impression qu'en Grande-Bretagne l'extrême droite était aussi vénère que chez nous, c'est surprenant. Des mosquées qui ont été prises pour cible. Tu vois aussi à Rotterdam hier soir des manifestants qui se sont rassemblés devant un hôtel qui héberge des demandeurs d'asile. Certains ont brisé les vitres de l'établissement, d'autres criaient des slogans comme mettez-les dehors. Donc c'est ça, c'est que quel que soit le démenti, encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une fois que la fake news est partie, bah qu'est-ce qu'ils vont viser? Ils vont viser un hôtel dans lequel sont hébergés des demandeurs d'asile. Il y a une dimension là-dedans qui est pas uniquement... Enfin, c'est une dimension raciste, mais c'est aussi une dimension de revanche vis-à-vis du fait que le Parti travailliste a gagné les élections. Comment dire, dans ce genre de moment de montée de l'extrême droite, c'est souvent quand la gauche est au pouvoir que les milices d'extrême droite s'arment le plus, puisqu'elles se sentent encore plus en défaite et encore plus en nécessité de lutter contre une société qui est contre elles, etc., etc., etc. Donc voilà, il y a un aspect vraiment à proprement parler politique vis-à-vis des dernières élections. Le discours, ils viennent égorger nos enfants, il est toujours aussi prégnant en France. Mais bien sûr. Bah, encore une fois, je vous renvoie à l'affaire de Romans-sur-Isère, quoi. Très bizarre ta formulation, on dirait que c'est à cause de la gauche que milice fasciste. Non, je dis pas que c'est à cause de la gauche, comment dire. Je ne dis pas qu'il faut pas militer pour la gauche parce que sinon il y a les fascistes qui vont arriver. La fascisation est déjà là. Mais c'est généralement quand les fascistes se trouvent en opposition et en minorité qu'ils s'arment le plus. Et ça, c'est un truc qu'on observe dans tous les pays où il y a une montée des milices fascistes. Mais c'est parce que c'est pas à cause de la gauche, c'est à cause des fascistes. Mais c'est parce que ils ont entre guillemets une revanche à prendre. C'est ça, c'est le principe de réaction. C'est ça, ils se sentent en résistance, ils ont l'impression d'entrer en résistance, etc., etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sous l'angle d'une vigilance lorsque la gauche est au pouvoir, de ne pas relâcher ses efforts, etc., etc. Parce qu'il y a de l'antiterrorisme, il y a de la police judiciaire pour démanteler ces trucs-là normalement, bref. Mais c'est malheureusement quelque chose qu'on observe, quoi. C'est de la réaction quand Hollande est arrivé au pouvoir, très grand gauchiste MDR, le FN est passé de 10 à 23%. Oui, et quand François Hollande est arrivé au pouvoir et qu'il a fait le mariage pour tous, la manif pour tous a été un moment de structuration énorme de la droite. Tout ce fantasme de l'union des droites, etc., avec tous les trucs que vous voyez aujourd'hui avec Pierre-Édouard Stérin là, et l'Institut de formation politique, là, le fameux l'IFP. Bah, en fait, cette union de la droite a été testée et a été éprouvée au moment de la manif pour tous, et c'est sous François Hollande en effet que l'extrême droite s'est énormément structurée. Bah, le réseau Atlas, mais pas que, s'est énormément structuré et a saisi sa nécessité qu'elle ressentait comme nécessité de s'unir pour reprendre le pouvoir à la gauche, etc., face à la dégénérescence, bref. Donc oui, même sous Hollande on a observé ça, bien sûr. Et après on peut dire bien sûr que Hollande, au travers de Valls notamment, a participé aussi à préparer le terrain pour l'extrême droite, avec les discours sur la déchéance de nationalité. On peut placer la responsabilité dans ce qu'a pu faire le gouvernement Hollande vis-à-vis de ça. Et même parfois dans le manque de vigilance qu'il y a pu y avoir de la part des socialistes sur les réalités politiques de ce qui était en train de se jouer autour de la manif pour tous et des réseaux qui étaient en train de se créer. Mais voilà. Je sais que le message était mal formulé, mais c'était pour mieux comprendre. Non mais t'inquiète pas, Bilger. C'est pas... mais je comprends parce que moi aussi, quand je suis tombé sur cette data, que c'était pendant les gouvernements de gauche que l'extrême droite s'armait le plus, moi aussi c'est le premier truc auquel j'ai pensé en mode ah putain mais ouais, c'est la faute de la gauche, etc. Mais bien sûr. En fait, comme c'est quelque chose d'horrible, on essaie de trouver la faute quelque part. Et souvent, bah, la faute, on la dirige souvent envers nous-mêmes et aussi par sentiment de citadelle assiégée, de se dire est-ce que ça va être un argument utilisé pour nous discréditer nous et pour justifier qu'il ne faut pas que la gauche aille au pouvoir, tu vois. Donc bien sûr, on réfléchit avec notre cerveau de citadelle assiégée de gauchiste. Mais c'est du backlash. Exactement. C'est le principe même du backlash. À la tête de ces manifestations, derrière l'organisation La Ligue de Défense Anglaise, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Alors c'est une ligue qui a été créée il y a quelques années dans la ville de Luton, qui est aujourd'hui dirigée par Tommy Robinson, avec un discours xénophobe, anti-islam notamment bien sûr. Et là où avant il y avait surtout le discours de Nigel Farage. Donc Nigel Farage, dont vous avez probablement entendu parler au moment du Brexit, puisque c'était le président du parti UKIP, qui était un parti d'extrême droite, très 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 pro-Brexit, très anti-immigration, etc. C'était vraiment en Grande-Bretagne, le moment du Brexit a été aussi un moment similaire, on va dire, d'union des droites en termes de mouvement, enfin en termes de force militante et mouvement politique, et a été un gros moment aussi de structuration de l'extrême droite. Anti-islam, le mot islamophobie, ça leur arrache la bouche. Ah bah ça, c'est pas Reform UK. Alors Farage, c'était UKIP à l'époque, et aujourd'hui, en effet, il a créé Reform UK, et c'est le parti avec lequel il a été élu à la Chambre des communes. Donc Nigel Farage, maintenant, son parti c'est Reform UK, mais à l'époque, c'est pour ça que je vous dis à l'époque du Brexit, c'était le nom, c'était UKIP. Qui est toujours d'ailleurs UKIP, maintenant il a créé Reform UK en plus. Oui, c'est ça. C'est un autre type de plateforme, on va dire, plus électorale. Est-ce que tu penses que l'extrême droite anglaise va se déluer sur le fait que le meurtrier était musulman, va retourner sur un truc de le problème c'est la race, pas l'islam? Bah, à partir du moment où le meurtrier est noir, ils vont dire bah du coup ses parents auraient jamais dû être là. Et en plus, regardez, ses parents ils sont rwandais, c'est bien la preuve
qu'il faut, il faut déporter tous nos immigrés au Rwanda, comme c'était le plan qu'avait commencé à mettre en place Rishi Sunak. Donc, oui. Vous avez également des influenceurs masculinistes qui sont... Donc là, elle parle notamment de Andrew Tate, je crois, qui a partagé les trucs aussi, je crois. Un truc, enfin bref, il y a tout un réseau d'influenceurs comme ça. Et c'est ce qui explique aussi à quel point ça s'est enflammé, à quel point ça s'est répandu très rapidement dans le pays, avec des spéculations, des fake news qui ont circulé autour de l'identité de cet individu de 17 ans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est totalement hors de contrôle. Et c'est hors de contrôle, encore une fois, parce que même si tu déments les fake news, bah, il reste que, globalement, les gens, ils sont dans les rues parce qu'ils veulent en découdre avec les étrangers. Ça échappe totalement au discours, quoi. Madame a raison de parler de l'extrême droite britannique. Elle est très différente de la nôtre. Elle est petite, elle est virulente, elle n'est pas élue au Parlement, elle est extrêmement différente. Pas élue au Parlement, ils ont combien de députés, Réforme How many MPs does Reform UK have? 5 members of parliament. Ils ont 5 députés au Parlement. Laisse tomber, Elisabeth, elle est claquée en analyse politique, c'est juste Stéphane Bern en meuf. Ok, d'accord. Oui, parce que genre, elle est bien gentille. Hein. Ils n'ont pas d'élus au Parlement. Rappel, en 2017, le fait non plus, ils n'avaient pas tant d'élus que ça au Parlement. Genre, ça va très très vite en fait. C'est comme Reconquête. Oui, en fait, c'est ça. Dans sa tête, c'est d'extrême droite à la Reconquête. Alors qu'en vrai de vrai, leur débouché politique, leur Front National, c'est Reform UK, c'est Nigel Farage, quoi. Journaliste française qui travaille pour un journal britannique de merde à mauvaise réputation, qui dit n'importe quoi sur les émeutes, donc probablement pas du tout basé. Oui, bon, voyons. Est-ce qu'elles vont reparler? Parce que moi, c'était les experts, les deux autres qui parlaient qui étaient plus intéressants, je trouve. Le jeune homme qui a assassiné ses enfants et qui en a blessé d'autres et des adultes, il est né à Cardiff, dans le pays de Galles, de parents rwandais, qui est un pays catholique, donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de religieux. Mais on est d'accord, son discours est hyper flou. Oui, elle dit le Rwanda, pays catholique, donc ça n'a rien à voir avec la religion. Bah. Quoi, les catholiques, ça n'a pas à voir avec la religion, et ça aurait été un pays musulman, ça aurait à voir avec la religion. C'est vrai aussi que ça fait des années que les Britanniques ont l'impression qu'à chaque fois qu'un assassinat, une bombe, etc. sont créés par des gens qui viennent de minorités, on ne dit pas leur nom pour ne pas créer de racisme. Et les Britanniques ont l'impression que lorsqu'il y a un fait divers, on ne dit pas l'origine du meurtrier pour faire croire que... Alors déjà si, l'origine des accusés, et surtout genre c'est pas tous les Britanniques, c'est les racistes. Ah oui d'accord, ok d'accord, elle en tient une couche. Et la question que commence à se poser la Grande-Bretagne, c'est un criminel est un criminel, à droite comme à gauche, et d'une communauté, quelle que soit sa communauté, et par conséquent. C'est une façon très 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 charitable de leur prêter une réflexion philosophique qui tout simplement est beaucoup plus simple que ça, c'est que globalement ils sont racistes et ils essaient de trouver le moindre prétexte qui va dans le sens de leur idéologie de merde quoi, genre c'est... Ils ont l'impression, c'est vraiment genre... Allô? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a une histoire qui est une histoire d'il y a déjà une dizaine d'années où des réseaux de citoyens britanniques d'origine pakistanaise, ils allaient chercher des jeunes filles, en général de milieux blancs pauvres. C'était un réseau de pédophilie. Et il a fallu des mois et des années pour que tout ceci ressorte, parce que justement il y avait des instructions très précises qui disaient surtout vous pouvez pas accuser une communauté entière. Alors, avant qu'on continue ce best-of, quand je faisais le React et quand elle a commencé à parler de l'affaire de Rotherham, moi c'était une affaire dont j'avais jamais entendu parler. Du coup, j'ai pas pu débunker directement toutes les fausses informations qu'elle a pu dire, qui sont très très orientées politiquement, on va dire. Et entre-temps, j'ai fait mes petites recherches. Je suis notamment tombé sur un article de la BBC qui s'intitule Que s'est-il passé à Rotherham? Et c'est assez intéressant. En septembre 2012, The Times a publié un article révélant qu'un rapport de police confidentiel avait prévenu la police, donc que la police savait qu'il y avait des milliers de crimes d'exploitation sexuelle infantile qui étaient commis dans le Yorkshire du Sud par des réseaux d'État. Donc la police avait été prévenue de ces réseaux-là. Mais c'est la police qui n'a pas agi. Donc ils expliquent que ces crimes n'ont pas été poursuivis malgré le fait que les agences de protection, les agences de police et les agences de protection de l'enfance à Rotherham avaient une connaissance de ces crimes depuis des décennies. Suite à ça, du coup, dans le commissariat, il y a eu beaucoup de démissions et le commissariat a été repris par des commissaires désignés par le gouvernement en 2015 après un rapport. Que dit ce rapport? Parce que oui, du coup, il y a eu un rapport du coup qui s'appelle Opération Linden qui a été lancé en 2014 par, en gros, l'IGPN britannique globalement pour examiner comment la police du Yorkshire du Sud avait répondu en fait aux différentes plaintes qui leur avaient été parvenues. Ils ont fait une enquête sur comment la police avait enquêté sur cette affaire-là. Et du coup, dans cette enquête, donc sur 47 différents officiers de police, ils ont vu que 8 avaient commis des fautes et que 6 avaient commis des fautes graves. Selon Andrew Norfolk dans le Times, un policier de Rotherham avait été en contact régulier avec l'un des criminels
Dans un incident en mars 2000, ce policier ainsi qu'un chauffeur de taxi, devenu plus tard membre du conseil de Rotherham, ont arrangé pour Archie Hussein, le chef du réseau, la remise d'une fille à la police dans une station-service en échange de l'immunité. Une autre plainte concernant le même officier énonce qu'il aurait proposé des rendez-vous à 2 victimes. L'une d'entre elles l'a signalé à la police en août 2013, mais aucune mesure n'a été prise. Suite à ce rapport de l'IGPN britannique, aucun des officiers n'a été viré. Et en fait, les victimes étaient totalement dégoûtés que le rapport sur les fautes graves, alors qu'ils ont trouvé que des officiers avaient commis des fautes graves. Ils sont restés. Un exemple illustratif, un parent qui était inquiet de sa fille qui avait disparu a dit qu'un officier de police lui avait répondu que c'était un accessoire de mode pour les filles à Rotherham d'avoir un petit copain asiatique plus âgé et que ça lui passerait avec l'âge. Rappelle qu'il savait, il y avait déjà des enquêtes depuis les années 2000. On continue. En fait, la police a totalement ignoré les victimes. L'équipe qui enquêtait sur ces abus était beaucoup trop petite et avec des ressources bien trop inadéquates. Ils ont échoué à reconnaître les enfants et les jeunes en règle générale comme des victimes et les regarder comme consentantes à leur propre exploitation. Manque de conscience et empathie insuffisante envers les survivantes. Et aussi que la politique du chiffre qui était en place dans ce commissariat priorisait les crimes routiers et les cambriolages au détriment d'autres types de crimes, incluant l'abus sexuel et l'exploitation des enfants. Donc la police avait d'autres priorités. Un travail inefficace à travailler avec les autres agences, notamment les agences de protection de l'enfance. Une des survivantes, qui a été abusée à 14 ans, elle était en contact avec les officiers 3-4 fois par semaine. Quand je regarde en arrière maintenant, j'arrive même pas à imaginer combien de fois j'étais en contact avec la police et combien de fois ils ont eu l'occasion de me poser des questions, mais ils m'en ont pas posé. Une autre a dit, la police me disait régulièrement que j'étais responsable de mes propres actions. Donc une des victimes s'est rappelée d'un moment quand la police l'a trouvée dans un appartement après avoir été déclarée perdue, que ses parents avaient rempli une déclaration que leur enfant avait disparu. Elle a dit que les officiers m'a dit de lui écrire une note pour lui dire où j'étais parce qu'ils ne voulaient pas qu'il s'inquiète pour moi. J'avais un contact avec la police au quotidien, dit-elle, et elle continue. Je n'ai jamais été traitée comme une victime. J'ai été traitée comme quelqu'un qui était sa maîtresse, sa petite copine, comme quelqu'un qui faisait partie du gang. J'étais donc victim blamed. Victim blaming. C'est une histoire où la police avait conscience de l'existence de ces gangs, de cette mafia organisée, avait conscience de la dimension liée au crime de drogue, de la dimension liée au crime sexuel, mais simplement une gamine de 14 ans, elle est forcément consentante. Hein ? C'est la mode pour les filles, hein, c'est un peu la mode de faire partie d'un gang. Elle ne peut qu'avoir choisi ça. Et puis d'ailleurs, elle fait partie du gang, donc elle est un petit peu aussi complice de ces abuseurs. C'est la police qui a merdé. Donc là, c'est sur les différents rapports en fait dans les années 2000 qui faisaient état justement de ces réseaux de proxénétisme infantile. Donc avec le consentement de son directeur, Weir a écrit, donc Weir c'était Adele Weir, c'était donc l'enquêtrice, écrit à Mike Hedge, le chef de la police de South Yorkshire. La lettre contenait: je me suis rendu dans de nombreuses associations, dit l'enquêtrice, les encourageant à transmettre des informations à la police. Leurs réponses ont été identiques. Elles ont cessé de transmettre des informations car il s'agit d'une perte de. Les parents ont également cessé de faire des rapports sur les personnes disparues, étape nécessaire pour le lancement d'une enquête sur les enlèvements d'enfants, car la réaction de la police est inefficace. Les enfants sont laissés en danger et leurs agresseurs en liberté. Globalement, c'était la police qui avait merdé. Les officiers étaient indignés que Weir ait écrit au chef de la police. Jane Senior, qui était présente, a déclaré que Weir a subi une tirade qui a duré je ne sais combien de temps. Selon Weir, à un moment donné, un fonctionnaire l'a mise en garde contre le fait de mentionner les hommes pakistanais. Ah, alors c'est peut-être ça dont elle parle. Peut-être que c'est pour ça, en fait, que c'est les policiers trop woke et qui n'osaient pas, justement, mettre en question des hommes racisés parce que vous comprenez le problème de racisme. Et la police le comprend vraiment, le problème de racisme dans ce pays. Elle a dit que vous ne devriez jamais faire une référence une nouvelle fois à cela. Vous ne devez jamais faire référence aux Pakistanais. Et son autre réponse a été de me réserver un cours de 2 jours sur l'ethnicité et la diversité pour prendre conscience de la question ethnique. Ah, peut-être qu'elle a raison. Peut-être qu'en effet, peut-être que les policiers étaient très bien formés sur la nécessité de rester toujours politiquement correct dans sa façon de gérer les crimes. Voyons voir plus loin. Il y a eu plein de rapports, hein, globalement. On arrive au rapport de 2006. L'enquêtrice, en fait, qui s'occupait de ça, a utilisé aussi l'angle de la lutte contre la drogue pour réussir à faire avancer son enquête. Parce qu'en fait, dans ce réseau-là de trafic, la question de la drogue était très présente. Il y a des trafics qui étaient énormément liés au trafic de drogue, et les drogues étaient également utilisées pour sédater les gamines, pour faciliter le fait d'abuser d'elles. Enfin, voilà, c'est dégueulasse. Mais c'était entièrement lié aux drogues. Et en réalité, avec ces différents rapports, avec ces différentes enquêtes, ces gens-là
combat aurait pu être coincé sous l'angle de la drogue. Même en étant à un niveau où il y avait peut-être un manque de preuves sur la question de l'exploitation sexuelle, il y avait de quoi les inculper pour drogue. Mais ça n'a pas été fait. On arrive au rapport de 2006, où donc un travailleur a déclaré que les chauffeurs de taxi d'origine pakistanaise à Rotterdam sont impliqués depuis 30 ans dans ce type de crime, mais dans les années 70, les crimes n'étaient pas organisés. Ce qui signifie que dans les années 2000, c'était devenu du crime organisé. En fait, ce à quoi on a affaire, c'est pas une question de wokisme, c'est pas une question d'antiracisme. Lorsqu'on parle de la communauté pakistanaise, dans ce cas-là, on parle d'une communauté de crime organisé. Comme on pourrait parler des communautés d'Europe de l'Est avec le trafic de femmes venues d'Europe de l'Est. Voilà, vous avez tous vu The Wire. Et donc, ce fameux rapport de 2006, l'enquêtrice l'envoie de nouveau à la police, comme trois rapports différents qu'elle a envoyés à la police. À ce moment, Hill comprit qu'elle était mise à l'écart. L'unité anti-drogue a été dissoute et on lui a dit que plusieurs agents de son département n'étaient pas favorables à son travail. On a affaire ici à quelque chose qui ne touche pas uniquement la question de l'exploitation sexuelle. On parle aussi de quelque chose qui touche au trafic de drogue. Et c'est sur l'angle du trafic de drogue que les policiers ont finalement mis de côté, mis au placard l'enquêtrice qui était censée s'en occuper. Et ont permis à ce trafic-là de continuer. Non pas à cause de l'origine ethnique des agresseurs, mais parce que c'était tout simplement une mafia, en fait. C'est qu'ils étaient face à une mafia de crimes organisés et que certains policiers, on va dire, semblaient apprécier la relation de coopération qu'ils avaient avec. Donc voilà, tout ça c'est une histoire très complexe. C'est une histoire qui mélange absolument tout. Et donc lorsque cette charmante dame sur le plateau, avec son super brushing, dit que l'affaire de Rotterdam, c'était uniquement parce qu'on était beaucoup trop woke pour oser parler de l'origine des agresseurs, non. Il s'agit d'une affaire de mafia, de crime organisé. Vous n'allez pas dire que dans les années 30, la mafia italienne, sicilienne à New York pouvait continuer de prospérer parce qu'on n'osait pas parler des Italiens à cause du racisme anti-italien. Les défaillances de la police autour du crime organisé, en cette occurrence, c'est une question de wokisme. C'est des défaillances structurelles face à la prise en compte de la parole des victimes et face aussi parfois à une certaine complicité des policiers qui ont laissé faire le crime organisé, tout simplement. Donc voilà, donc cette charmante dame avec son super brushing, cette super bourgeoise, a salement menti sur cette affaire, sur ce plateau de BFM. C'est pas permis de mentir comme ça à la télévision, quoi. Évidemment qu'il ne fallait pas accuser une communauté entière, mais c'était tout de même des réseaux pakistanais. Quoi ? J'adore BFM, ça a été basé 2 secondes, le temps qu'il y ait 2 expertes qui disent bon voilà, c'est l'extrême droite, c'est les réseaux de l'extrême droite. Bon, voilà, ils ont dit que fallait pas instrumentaliser. Mais quand même, c'était des Pakistanais. Genre quoi? Allô? Wow. Comme dans le bandeau BFM, ils ont mis le mot xénophobe, il fallait qu'il rééquilibre en fait. Elle dit attends quand même, c'était des Pakistanais, on a le droit de le dire quoi. Non, bon, c'était quand même une communauté. Bah non. En France, des personnalités dénoncent l'incroyable omerta qui couvre pour l'heure en France les crimes sexuels autour de filles blanches ayant été découverts dans la commune anglaise de Telford. Cette affaire a été peu mentionnée par les journaux français. La communication se fait en premier par le site F de Souche, puis par Valeurs Actuelles. Ainsi, selon Claude Askolovitch, en dehors de 2-3 journaux de province et d'un hebdomadaire d'extrême droite, la presse française a raté un scandale abominable. Oui, et du coup, en France, t'avais nos Fafanou, qui donc ont aussi leur réseau d'information, parce qu'en vrai, c'est des réseaux... En fait, les réseaux d'extrême droite communiquent énormément entre eux. Et du coup, t'avais les F de Souche, les Valeurs Actuelles, etc., qui étaient en mode, regardez, c'est la preuve de la traite des blanches. Ils viennent voler nos femmes blanches, violer nos femmes blanches, etc., blabla, et un peu ce genre d'affaire qui devient presque le symbole même de toute leur narrative sur le grand remplacement et tout ça, quoi. Glauque de fou, mais aucun rapport avec les éléments actuels, c'est une dinguerie. Alors si, le rapport, pour le coup, c'est que les villes dans lesquelles il y a les émeutes, c'est notamment des villes où il y avait eu ce genre de trucs, et du coup, des villes où, probablement, les milices fascistes se sont organisés suite à ce genre d'événements. Je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer le fait que quand ce genre d'événement arrive dans une ville et que c'est aussi instrumentalisé de façon raciste, ça crée des petites antennes d'extrême droite dans le coin, quoi. Ça crée en fait de la conversion militante. Donc ça, je pense que c'est plutôt ça le rapport. Après, les réseaux de viol pédos, c'est pas la spécialité des Pakistanais. Oui, globalement, c'est... Voilà. Surtout, vous ne pouvez pas accuser une communauté entière. Évidemment qu'il ne fallait pas accuser une communauté entière, mais c'était tout de même des réseaux pakistanais qui organisaient ça. Des réseaux pakistanais, c'est des citoyens britanniques. Hein. Genre, tu vois, c'est vraiment le tiers de racisme de cette meuf. C'est pas des réseaux pakistanais, c'est des Britanniques. Genre, c'est des citoyens britanniques.
C'est pas des réseaux du pays du Pakistan. C'est aussi là, tu vois, encore une fois, c'est là où, enfin, bref, de toute façon, elle, c'est de toute façon une raslarde, quoi. Mais en gros, elle est en mode, enfin, c'est, après, c'est le truc qu'on voit aussi en ce moment avec les émeutes, c'est que globalement, dès que la personne est d'origine étrangère, elle est tout de suite ramenée au fait qu'elle est étrangère, point barre, et qu'elle a rien à faire là, enfin bref. On a essayé, avec les meilleures raisons du monde, à gauche comme à droite, en disant non, il faut surtout pas stigmatiser. Et je crois que là, on voit arriver la fin de ça. Je me demandais, mais bon, on est bel et bien sur BFM, donc là, elle vient de dire, c'est parce que les gens n'ont pas voulu stigmatiser l'entièreté des gens d'origine pakistanaise que, à cause d'eux, maintenant, il y a l'extrême droite qui fait des ratonnades et des expéditions punitives dans des quartiers musulmans. C'est ça, là, on vient de passer sur CNews, là, on n'est plus sur BFM. Du coup, il fallait stigmatiser les Pakistanais pour éviter que... Ah ben non, du coup, ça n'a aucun sens. Mais en fait, c'est comme d'habitude, quoi. C'est le discours habituel de « c'est la faute à la gauche ». C'est pas du tout la faute à l'extrême droite, aux milices fascistes, à l'entièreté aussi du système des services sociaux et de la police qui, dans ce genre d'affaires, se sont avérés très très défaillants, etc. Non, c'est la faute de la gauche qui a dit qu'il fallait pas faire d'amalgame. Voilà, et en fait, on est retourné dans le discours Charlie Hebdo. Vous savez, quand l'extrême droite se moquait des gauchistes en mode « allez, pas d'amalgame !» Ah, les gens qui disent pas d'amalgame, tu sais, qui disaient pas d'amalgame tout attaché, là, qui disaient « ah voilà, les gauchistes, pas d'amalgame !» Et en fait, c'est ça, c'est vraiment en mode, ils sont démerdés pour encore dire que c'est la faute des gauchistes qui disent que quand même, faut pas être raciste, que du coup, c'est à cause d'eux qu'il y a des milices fascistes, quoi. Oui, ça n'a aucun sens. Effectivement, qui sont cagoulés, qui sont ultra-droits, qui sont en train de casser. Mais dans ces manifestations, vous avez aussi des pères de famille, des mères de famille qui ramènent leurs enfants. Dans ces manifestations, vous avez aussi des monsieur et madame tout le monde. Allez, courage. T'es à deux doigts. Crary, c'est un phénomène naturel. Oui, il y a des pères de famille. Bah, tu sais, il y a des pères de famille qui... Genre, en fait, le seul prérequis pour être un père de famille, c'est d'avoir des gosses. D'être un homme et d'avoir des gosses. Ce qui arrive quand même assez fréquemment. Et même des fascistes peuvent avoir des enfants. Alors, spoiler alerte, oui. Et même des femmes peuvent être fascistes. Alors, je sais que c'est choquant pour BFM TV de découvrir ça, surtout après les propos de cette chroniqueuse. Mais oui, les femmes peuvent être d'extrême droite et racistes. C'est vrai, c'est une dinguerie, quoi. C'est vraiment en mode, oui, il y a les militants d'ultra-droite, mais il y a aussi des bons pères de famille. Bah, peut-être qu'ils sont racistes, et peut-être qu'ils sont fascistes, et peut-être que c'est aussi des gens d'ultra-droite. Ils sont peut-être pas autant dans les réseaux, mais ils sont quand même quelque part dans le réseau pour avoir l'information de qu'il faut aller casser du... BFM TV a de droit de découvrir que les fascistes sont des gens normaux. Mais non, mais parce que tu comprends. Si BFM TV commence à admettre que les fascistes sont des gens normaux, ils vont être obligés de se regarder dans un miroir, quoi. Parce que, et ça encore une fois, c'est un truc, ça fait partie de la façon dont les médias maintiennent finalement la question de l'extrême droite sous une chape d'ignorance. C'est qu'en fait, comme il y a un renvoi au monstre, en mode non mais l'ultra-droite c'est les nazis, donc c'est le passé, donc ça n'existe plus, c'est à part 2-3 trucs, mais les pauvres il faut les comprendre, etc. Et en fait, si tu commences à dire qu'en fait ce ne sont pas des monstres, ce sont des gens comme vous et moi, et qu'en fait le racisme est parfaitement humain, et que c'est d'ailleurs bien ça le problème, c'est que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter politiquement, parce que ça peut arriver à n'importe qui, que n'importe qui peut se retrouver embrigadé dans des trucs pour diverses raisons, que les sociologues sont très très forts à analyser. Mais en fait c'est ça, c'est qu'ils ont besoin de mettre l'extrême droite violente, parce que là en fait le problème c'est que là où se retrouve la droite bien pensante mais quand même un peu raciste face à ces émeutes, c'est que c'est des émeutes violentes. Du coup ils sont en mode merde, ça fait mauvais genre. C'est qu'en fait nous on est d'accord qu'on veut pas d'immigrés, mais sauf que s'il y a de la violence, ça fait mauvais genre. Ça rappelle des trucs, c'est trop... Vous pouvez pas être plus discret si vous voulez. C'est un peu ça en fait ce que pensent les racistes droitards. Ça c'est soyez racistes dans le calme, vous inquiétez pas, attendez de voter pour Nigel Farage, il le fera pour vous. Donc c'est pour ça que là, en fait la droite se retrouve dans ce truc là où ils sont face à une violence visible, et du coup ils sont obligés de se dire « Ah merde, c'est pas bien, faut quand même qu'on condamne, il faut condamner les violences ». Mais quand même, ils ont besoin de se dire que quand même, ils ont un peu raison. Et du coup, ça va faire des trucs de « Mais quand même, les Pakistanais, mais quand même, ces villes. » Et puis quand même, il y a des gens, il y a des pères de famille, etc. Presque pour ramener ces émeutes comme un truc presque gilet jaune. Presque en mode « Non mais c'est monsieur et madame tout le monde, ce ne sont pas des militants. Ce sont simplement des citoyens concernés par la violence qui a eu lieu dans leur communauté, alors que généralement c'est dans des villes où le fait divers n'a pas eu lieu. Que globalement les gens du coin où ça a eu lieu, ils sont en deuil et ils veulent pas entendre parler de ces trucs-là. Et ils passent leur vie à nettoyer les rues de leur ville, à dégager les caillasses et à reconstruire les murs des mosquées et à réparer les trucs. Parce qu'en fait, leur espace de vie se retrouve détruit par des fachos qui se ramènent de nulle part et qui vivent même pas dans la ville. Justement, l'affaire n'avait pas touché que l'ultra-droite en Angleterre, ça a choqué et laissé une trace raciste profonde dans les effets des classes populaires. Ça décuple l'ampleur des émeutes actuelles. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, ça fait que quand même les classes populaires concernées
sont racistes. Il y a même, je sais plus qui a dit que maintenant, on ne dit plus classe populaire, on dit extrême droite. En mode sous-entendu, oui, les gens ils disent extrême droite, parce qu'en réalité, c'est une classe populaire qui défend son pays, etc. Et du coup, voilà, ça vient d'extrême droite, d'être dans les classes populaires. En fait, les droitards racistes, ils sont gênés par le côté monstrueux de la violence, parce que pour eux, ils aimeraient bien quand même que ce soit que des pères de famille, qui soient un peu calmes, etc. Mais ils veulent pas se débarrasser des instincts racistes qu'il y a derrière tout ça, quoi. Et en fait, ils sont gênés, un peu gênés aux entournures, du fait que forcément leur discours raciste, ça arrive à ça. Ça arrive à ce genre d'expédition punitive, ça arrive à ce genre de violence. Et du coup, ils sont gênés parce qu'ils sont incapables de l'admettre. Et du coup, ils sont obligés de dire « Oui, mais vous comprenez, il y a des pères de famille. » Et il y a même des mamans avec leurs enfants dans ce genre de manif. Bah génial. Génial. Putain, t'imagines? C'est pratique. Ça te met direct en contact avec les jeunesses fascistes de ton coin. C'est un peu comme quand ta mère elle t'amène aux portes ouvertes des scouts. Oui, c'est de la graine de faf. C'est d'autant plus effrayant. En fait, ils disent non mais c'est des pères de famille, c'est des mamans avec leurs enfants qui y vont comme si ça dédouanait quelque part. Non, ça rend le truc encore plus monstrueux. Puisque précisément, ça rend le truc quotidien. Ça veut dire que t'as des gosses qui participent à des manifestations fascistes dans lesquelles il y a des lynchages, dans lesquelles il y a des expéditions punitives. Et comment ils vont grandir ces gosses? Ça veut dire qu'il y a toute une génération de petits faves qui sont en train d'être créés dans ces familles normales. Donc c'est encore pire, quoi. Une vidéo horrible d'une gamine qui gueulait Paki out accompagnée de sa daronouille de fou. Oui, parce que ces gamins, c'est comme les gamins de la manif pour tous, quoi. Ils gueulent des slogans racistes. Est-ce qu'ils se rendent compte? Peut-être que dans quelques années, ils s'en rendront compte et ils diront j'avais raison, je me suis battu. Absolument, et vous avez même des manifestations parfaitement pacifiques. Qu'est-ce que ça dit, ça, du Royaume-Uni? Ça dit qu'il y a une impression qu'un certain nombre de choix politiques et économiques ont été faits sans poser la question aux gens. Ah ça y est, c'est un problème de choix politiques et économiques qui ont été faits sans poser la question aux gens. Mais attends, mais par qui? Par les conservateurs qui ont mis en place des politiques anti-immigration hyper drastiques. Ils se démerdent pour dire c'est la faute de la gauche, alors que la gauche... Alors que le Parti travailliste de Keir Starmer, ça fait que quelques semaines qu'ils sont au pouvoir, et que ça fait plusieurs dizaines d'années, 15, 20 ans, que les conservateurs sont au pouvoir. Ah oui, pour le coup, le Brexit, on leur a demandé, hein. Donc en fait, elle est venue sur BFM juste pour dire, en fait, ils ont un peu raison, vous comprenez. Et ok, ils font des expéditions punitives, et ils vont taper du noir dans les rues, et ils pètent des mosquées. Mais il faut les comprendre, les pauvres. Ils ont pas une vie facile. Et puis, on ne leur demande pas assez ce qu'ils pensent. Putain, quand ils disent ce qu'ils pensent, on voit ce que ça donne, hein. Elle est venue pour jubiler, un peu, hein. Extrêmement angoissante en Angleterre, c'est à Belfast, la ville... Extrêmement angoissante en Angleterre, c'est à Belfast, la ville, vous comprenez, c'est assez effrayant tout de même ce qui se passe, même si tout de même, il faut les comprendre, ce petit peuple qu'on n'a pas écouté pour les dernières décisions économiques. Mais quel rapport? Irlande du Nord, où se sont passés ce qu'on appelait les troubles, c'était un bel euphémisme, c'était la semi-guerre entre les catholiques et les protestants. Oui, puisque c'était une guerre de religion. C'était la guerre entre les catholiques et les protestants. D'ailleurs, il n'y avait rien à voir. D'ailleurs, c'est comme Israël-Palestine, c'est une guerre entre les juifs et les musulmans. C'est pas... Il n'y a rien d'autre à voir. C'est les troubles de Belfast, c'était la guerre entre les catholiques et les protestants, c'est tout. Rien de plus à voir. Comment ça, le colonialisme? Il y a eu une manifestation où, pour la première fois, on a vu ensemble des catholiques et des protestants. Alors, ça montre que malgré tout, il y a une situation qui devrait passer par des moyens pacifiques, et elle est passée par des moyens pacifiques. Donc elle dit, à Belfast en Irlande du Nord, avant les cathos et les protestants ils se foutaient sur la gueule, et là ils sont d'accord pour aller taper les noirs. Donc c'est quand même la preuve qu'on peut résoudre ça de façon pacifique. Genre mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre allô? Oui ils sont racistes, oui, ils sont racistes, oui, ils sont racistes, tout à fait. Comme quoi le vivre ensemble est possible grâce au contrat racial, grâce au pacte racial. Vous aussi, vous pouvez vivre ensemble avec votre voisin protestant, sur lesquels vous vous êtes foutu sur la gueule il y a quelques années. Grâce au contrat racial, unissez vos forces contre les musulmans. Genre c'est allô? Qu'est-ce que tu racontes? La meuf a dit pour surmonter le conflit sur l'Irlande du Nord, il faut buter des racisés. Cela dit, elle a très bien résumé l'évolution du contrat racial. Parce qu'en effet, fut un temps, les Irlandais étaient racialisés par les colons britanniques. Et sauf que maintenant qu'il y a d'autres racisés, le contrat racial se modifie. Relisez Tao Khan, c'est exact. Franchement, c'est une très bonne vulgarisation de comment le racisme évolue en fonction de quelle victime prioritaire est désignée par les dominants. Faut quand même trouver un truc positif à dire. C'est BFM TV, quoi. Oui, relire Tao Khan. Relisez, c'est une vidéo, mon ref. Non, relire, c'est... attends, c'est une vidéo, arrête.
C'est une thèse, c'est un mémoire de recherche. Qui est évidemment... C'est marrant parce qu'au Royaume-Uni, c'est les policiers qui sont en gilet jaune. Du coup, ça rend toujours les vidéos un peu bizarrement lisibles. Parce que comme les policiers ils portent des gilets jaunes, alors que nous en France, tu vois gilet jaune, tu dis ah bah tiens, manif. Alors, en fait, non, c'est eux qui ont les gilets jaunes. Du coup, c'est perturbant. Franchement, les Britanniques, ils font rien comme tout le monde. Hein. Pardon, bref. Qu'est-ce qu'elle disait l'autre raciste là? Que l'explosion se passe d'une manière aussi terrifiante, et d'autre part que des gens tout aussi violents, des communautés accusées, en général, ce qui est évidemment faux, soient aussi en train de se défendre. Tout ça, c'est des émeutes qui sont, on peut pas dire qu'elles ont été entièrement inventées par l'extrême droite. Elles sont utilisées, instrumentalisées, démultipliées par l'extrême droite. Ah, Et l'extrême droite sort. ce n'est que ça. En fait, l'extrême droite, elle surfe et elle instrumentalise en fait, il y a la mauvaise extrême droite qui instrumentalise les gentilles manifestations des gens qui veulent juste dégager les immigrés. C'est tout. C'est vraiment, en fait, c'est que l'extrême droite, c'est pas du tout eux qui ont balancé les fake news, qui ont échauffé les esprits, etc. Non, mais ils ont surfé sur ce phénomène presque naturel, presque biologique, d'un organisme qui se défend. Bref, à ma vidéo précédente. Mais c'est tout. C'est normal d'être raciste, mais que ça soit aussi violent, c'est surprenant. Oui, c'est littéralement ce qu'elle a dit. On dirait une gauchiste qui doit se défendre du fait qu'il y a eu des casseurs en manif. C'est vraiment ça. C'est vraiment genre non, mais c'est des gens en marge des manifestations qui instrumentalisent le mouvement social, mais alors que la manifestation était pacifique jusque-là, vous comprenez, c'est pas un problème. Moi, je condamne les violences. Vous savez, je condamne les violences. En fait, c'est ça. C'est ça mes versions droitards. Sauf qu'en fait, quand c'est version gauchiste, le seul truc, c'est qu'il y a eu quelques vitrines de banques qui ont été brisées. Et quand c'est la droite, c'est qu'il y a eu des ratonnades contre des musulmans. Petite différence de nature. Après, cela dit, elle a pas tort lorsqu'elle dit que ce n'est pas que les milices d'extrême droite qui font ces manifestations. Et qu'en effet, Tommy Robinson tout seul n'aurait pas soulevé autant de foule. Peut-être parce que les gens sont racistes et qu'ils n'ont pas besoin des milices d'extrême droite pour être déjà racistes. Et que c'est d'autant plus inquiétant. Non, je sais pas, au hasard. En fait, franchement, elle est à deux doigts de comprendre un truc. Mais pour ça, il faudra admettre que les gens sont racistes. Et ça, bon, c'est une droitarde sur BFM, quoi. Marche blanche en mode torche et Ku Klux Klan. Oui, c'est ça, marche blanche, mais avec les chapeaux blancs, c'est les chapeaux pointus. Il y a un sentiment anti-islam qui prospère au Royaume-Uni. Comment les musulmans sont devenus boucs émissaires de tout? Et moi, ce que je trouve fascinant, du coup, pareil, on est sur BFM TV. Et il y a un journaliste qui dit « Il y a un fort sentiment anti-islam au Royaume-Uni. Comment les musulmans se sont retrouvés à être les boucs émissaires de tout ça ?» T'es au courant que t'es en France? C'est quoi? C'est ça, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête quand il dit ça? Très sincèrement, en tant que journaliste sur BFM TV, qu'est-ce qui se passe à quel point il n'y a pas un disjonctage entre quelques neurones? À quel point il n'y a pas un truc de... À quel point il se pose pas la question de... Mais ça me rappelle un pays, mais je sais pas lequel. C'est bizarre quand même, parce que ça me fait penser... Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, je sais pas. Mais ça m'a l'air familier en tout cas, mais non, je l'ai pas. Je sais pas. Déjà, c'est né beaucoup au moment du Brexit. C'est vraiment à ce moment-là que le discours anti-islam s'est décomplexé. Il existait, bien sûr. Enfin l'expert de l'extrême droite qui sait de quoi elle parle. Hein. OMG. Islam. Du coup, c'était censé être une bonne vidéo de décryptage. Non, c'est pas censé être une bonne vidéo de décryptage. En vrai, la spécialiste de l'extrême droite, elle dit des trucs intéressants. J'ai spoilé la moitié des trucs qu'elle allait dire, parce que j'ai un peu observé la politique britannique et je sais déjà que ça vient du Brexit, que ça a été le point tournant, ça a été leur manif pour tous à eux, quoi. Mais elle a dit des trucs intéressants. Mais en fait, c'est que elle dit des trucs intéressants. Et derrière, ce qui est fascinant, c'est que le plateau de BFM est dans ce truc-là, avec l'experte, la royaliste de merde, avec son brushing, qui est en mode « Oh, quand même, ils ont un peu raison !» Et le journaliste qui pose des questions de « C'est fou, les gens n'aiment pas les musulmans, mais comment ça se fait ?» Et qui se rend pas compte. En fait, je trouve que cette séquence est magnifique, parce qu'elle résume absolument tout. Il y a à la fois du contenu, avec du coup cette meuf qui est la seule qui sait à peu près de quoi elle parle, et le reste du plateau qui illustre parfaitement la façon dont la droite se retrouve face à ça, et se retrouve à devoir justifier de sa respectabilité tout en disant qu'elle est un peu d'accord, quoi. S'il doit avouer qu'il y a une bouc émissarisation de l'islam en France, il devra avouer qu'il y participe. Trop de dissonance. Ah bah ça. C'est vraiment à ce moment-là que le discours anti-islam s'est décomplexé. Il existait, bien sûr, il y avait déjà des discours politiques qui visaient la communauté musulmane. Oui, d'ailleurs, notamment, ce fameux truc du printemps républicain sur l'insécurité culturelle. Vous savez, Laurent Bouvet qui a sorti son super bouquin pour dire, en fait, vous comprenez, nous, on se sent en insécurité culturelle à cause des musulmans qui veulent pas s'intégrer. Le discours de l'insécurité culturelle, le cultural insecurity, c'est quelque chose qui vient de Grande-Bretagne comme concept. Et l'idée c'est un concept qui vient à dire que globalement, les Blancs, ils sont racistes, pas parce qu'ils sont racistes, mais parce que ils se sentent en insécurité culturelle face aux gens qui sont d'une autre culture. C'est pas leur faute, c'est vraiment ils ont un sentiment d'insécurité. Après, cela dit, je trouve que le concept d'insécurité culturelle est intéressant dans le sens où justement ça pousse le fil jusqu'au bout de l'idée du sentiment d'insécurité et la façon dont le sentiment d'insécurité est créé de façon totalement raciste et artificielle.
Mais sauf que la plupart des gens qui ont diffusé ce concept, c'était plutôt pour dire il faut prendre en compte ce sentiment d'insécurité. Il faut le prendre au sérieux. Au lieu de dire que en fait, le sentiment d'insécurité, c'est la preuve du racisme, c'était plutôt une façon de dire il faut prendre au sérieux ces gens, accéder à leurs demandes racistes, parce que sinon, ils vont se sentir en insécurité. Voilà. Bref, petit aparté sur le printemps républicain. Et ça, c'est du Diplore printemps républicain. Ça date des trucs qui étaient publiés. Je crois son bouquin, il l'a publié en 2015. 2014, 2015, un truc comme ça. C'est vraiment le moment Charlie, voilà quoi. Le moment l'intégrationnisme, etc. Enfin bref. Mais le Brexit a eu lieu en 2016, un an après la crise des réfugiés, notamment des réfugiés syriens, où il y a eu un afflux massif de réfugiés en Europe. Et ça a créé une hantise. Ah tiens, ça me rappelle un pays. C'est marrant, mais je l'ai sur le bout de la langue. C'est dans quel autre pays qu'il y a une crise des réfugiés syriens, qu'on a assisté à une flambée de l'islamophobie qui existait déjà par ailleurs, hein, mais où l'islamophobie a vraiment flambé, le discours anti-immigration, que l'extrême droite a vraiment commencé à reprendre du poil de la bête. Commence par ah, je sais pas. Ah, décidément, ça m'échappe. Hein. Je suis désolé, j'ai des absences aujourd'hui. Toute l'Europe de l'Ouest en Suisse aussi. Oui, en vrai, dans toute l'Europe de l'Ouest. En vrai, dans toute l'Europe. Ils ont beau avoir faire le Brexit, globalement, ils étaient très, très, très européens dans leur discours anti-immigration, ça c'est clair. Au Royaume-Uni, attisé, bien sûr, par les discours de Nigel Farage, à l'époque leader du UKIP. Et à ce moment-là, entre le fait qu'il y ait eu donc cette arrivée massive de migrants venus de pays musulmans. Alors, arrivée massive, PTDR, hein, encore une fois, relire Taokan. L'arrivée massive de migrants, c'était pas si massif que ça en vrai. Genre, la population d'un pays est très 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 grande. C'est ça, c'est 100 000 personnes à l'échelle d'un pays qui se compte en millions, même en dizaines de millions, plusieurs dizaines de millions. Ça va. Une arrivée de réfugiés qui a été dépeinte comme massive par les racistes, puisque dès qu'ils voient globalement un étranger, pour eux c'est déjà massif. No joke, vu qu'on a très peu accueilli de réfugiés en France et que ça a suffi pour rendre les gens tarés. Oui, de fou. Ah bah l'Ukraine, il n'y a eu aucun souci pour les accueillir dignement, mais ils sont blancs, vous comprenez. Et puis ils fuient la guerre, alors qu'en Syrie, ils fuient la guerre, mais ils sont pas blancs. Donc c'est pas pareil. Et alors l'Afrique, de toute façon ils sont tout le temps en guerre. Donc ils vont pas venir chez nous non plus. Bref, vous avez compris. Non seulement c'était un discours de Nigel Farage, mais après ça a été repris par le Parti conservateur. Un discours extrêmement hostile à l'égard des immigrés. Alors on pourrait dire pas totalement à l'égard des musulmans, mais tout le monde sait que derrière ça, ce sont plutôt des populations en tout cas racisées et souvent venues de pays musulmans. Bah oui, parce qu'en fait, qu'est-ce que donne l'islam? Ça donne le contenu du narratif sur la guerre culturelle. L'idée du remplacement culturel, de l'impossibilité de s'assimiler, de machin truc, etc. qui fait qu'en fait, ça donne l'idée d'une guerre. Et en fait, pour créer une guerre, il faut avoir des protagonistes. Et les protagonistes, c'est la culture occidentale, européenne, blablabla, notre supériorité donc en tant que peuple, et leur infériorité, leur concurrence en tant que peuple, etc. Donc forcément, évidemment que tous les discours anti-immigration se sont concentrés dans des discours anti-musulmans, parce que bah oui, c'est quoi la guerre culturelle entre les chrétiens européens et les chrétiens africains? Il reste plus que la race, sauf que tu peux pas admettre que c'est la race le problème. Du coup, tu vas trouver une justification dans la culture, puisque de toute façon, le racisme n'a jamais été autre chose que culturel. Parler de religion permet d'être moins directement raciste. Oui, aussi. C'est que si tu parles de religion, tout le monde sait de quoi tu parles, mais du coup, tu peux dire non, mais je critique simplement l'islam. On a le droit quand même de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est la laïcité. Ce n'est rien à voir avec le fait. Ah, pardon. Il y a eu un changement total dans le discours des guerres culturelles. Et elle, regardez, attendez, regardez, c'est incroyable. Hein. Au moment où l'experte, quand même, qui est experte sur l'extrême droite en Grande-Bretagne, dit globalement, les gens ils sont islamophobes depuis qu'il y a eu des réfugiés parce qu'ils sont racistes et du coup ils ont transformé en discours de guerre culturelle contre les musulmans. Elle fait une tronche en mode pas d'accord. Ouais, c'est discutable. Ouais, moi je trouve quand même qu'on ne dit pas assez que ce sont des Pakistanais, quoi. Genre, moi je trouve quand même qu'il y a une responsabilité de la gauche au pouvoir, qui a beaucoup déçu économiquement. Comment ça la gauche n'était pas au pouvoir? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Il faut ce sont des pères de famille. Ce qui est la blonde, pourquoi elle est là? Bah globalement parce que c'est une journaliste française qui écrit dans des journaux britanniques de droite et qu'on est sur BFM et qu'elle a un beau brushing. Ce truc BFM, encore une fois, je trouvais ça intéressant parce que t'as ce plateau, les journalistes en full dissonance cognitive, la meuf qui est de droite et qui veut pas admettre qu'elle est quand même un petit peu d'accord avec pourquoi les gens ils font des manifestations et que globalement c'est la faute des étrangers, et une experte sur l'extrême droite qui est la seule à dire des trucs à peu près sensés sur ce plateau. Donc je trouvais ça intéressant avec ce plateau de BFM.
il est assez révélateur finalement du traitement en fait médiatique de ces émeutes en France. Où en fait, c'est la droite qui se retrouve face à ce truc de elle doit condamner la violence, mais en même temps tout en disant qu'elle est d'accord avec. Et tu as un petit peu ce truc-là de. Alors tu vas avoir un traitement très très neutre, en mode voilà, il y a ça qui se passe. Après le meurtre des gamines, les gens, il y a eu des fake news comme quoi c'était un musulman, ils attaquent des mosquées. Tu as ces trucs en fait très, très factuels qu'il y a dans certains endroits, dans certains médias. J'ai vu dans la vidéo du Monde, comme on l'a vu, etc. Mais. Sur les plateaux télé à la BFM qui font finalement comment dire, l'agenda médiatique et l'agenda politique dans ce pays, c'est assez intéressant de voir que face à la violence de l'extrême droite, particulièrement dans un autre pays que le nôtre, parce que autant la violence de l'extrême droite en France, ça débat des heures de savoir si à Crépol, c'était bien la faute de l'islam qui était en jeu, tu vois. Donc bon, mais comme c'est un autre pays, il y a cette espèce de dissonance cognitive où on se dit « Ah, c'est terrible l'extrême droite en Grande-Bretagne », tout comme ça peut l'être en Allemagne. Oh, regardez, en Allemagne, t'as des gens qui ont fait des chants nazis, quoi. C'est gênant pour l'AfD. C'est très très gênant pour l'AfD qui, contrairement au Rassemblement National, semble perdre le pari de la respectabilité. C'était littéralement ça hein, quand il y a eu l'affaire des chants nazis en Allemagne. Donc voilà, donc comme c'est un pays étranger, ils ont moins de mal à dire que c'est xénophobe, que c'est raciste, que c'est l'extrême droite. Mais tu as toujours ce truc-là de ce miroir sur notre propre société française où on essaie de se trouver des trucs de non mais nous notre extrême droite au moins on a des élus à l'Assemblée, c'est ce que disait la meuf dans le truc de BFM. Non mais nous on a des élus à l'Assemblée, on a d'autres réseaux que les réseaux violents, sous-entendu en fait, on a d'autres moyens d'être anti-immigration que ce truc là qui est quand même pas très bon, hein, Napon. Voilà.